Donc suite de cette vidéo consacrée donc à Antigone Gonatas, on s'était donc arrêté à l'année 272, hein, donc il avait évincé Pyrrhus définitivement de Macédoine, hein, et donc il était solidement implanté. Sauf que la domination macédonienne en Grèce est rapidement menacée, hein, en effet. Athènes et Sparte vont se rapprocher. Alors, ça va être l'origine d'un conflit qu'on appelle la guerre crémonidenne, hein, du nom de Crémonides, hein, qui a signé le décret appelant à la guerre contre la Macédoine. Donc les Athéniens cherchent à expulser les Macédoniens de l'Attique, tandis que les Spartiates, hein, sous l'action du roi Aréus, cherchent à définitivement asseoir leur domination sur le Péloponnèse. Sachant que l'alliance est gonflée aussi par d'autres États du Péloponnèse, notamment Achéens, Arcadiens et Éléens, ainsi que des Crétois. Sachant aussi que cette alliance reçoit le soutien de Ptolémée II, qui est inquiet des ambitions de Gonatas, hein, sur les îles Égéennes. Euh, alors cette guerre est relativement mal connue, en tout cas les opérations ne sont pas connues dans le détail, mais les opérations ont lieu essentiellement donc autour de Corinthe, hein, qui, on l'a dit, est le point fort du dispositif macédonien en Grèce, qui est alors tenu par le demi-frère donc de Gonatas, Cratère, hein, qui est donc le fils du fameux Cratère général d'Alexandre. Donc par trois fois, Sparte, entre 267 et 265, tente en vain de prendre Corinthe, et d'ailleurs le roi de Sparte, Aréus, trouve la mort dans la dernière tentative. Alors c'est dans ce contexte-là, même si la date est très incertaine, qu'a lieu une grande victoire navale, hein, des Macédoniens, donc des Antigonides, hein, contre les Lagides. Alors il y a plusieurs hypothèses, hein, voilà, on pense que c'est vers 262. Alors on ne sait pas trop si c'est... Alors on sait qu'il y a une grande victoire à Kos, ça c'est clair, hein, contre les Lagides, mais on ne sait pas si elle a lieu vraiment dans le cadre du conflit de la guerre crémonidéenne, ou alors plutôt dans le contexte de la deuxième guerre de Syrie. Bon, là, il y a un doute, hein, ce qui prouve que justement cette période est relativement méconnue. En tout cas, Gonatas célèbre cette victoire en offrant en dédicace son navire amiral au sanctuaire d'Apollon, donc à Délos. Donc ça c'est attesté, voilà, mais bon, on ne connaît pas la date, ni forcément le contexte de cette grande victoire navale à Kos. Enfin voilà, en tout cas, il dispose maintenant d'une flotte importante, hein, et il menace les possessions lagides en mer Égée. Donc, dans ce contexte-là, Antigone assiège Athènes, hein, qui, on va dire, a un répit parce que le roi d'Épire, donc, qui est fils de Pyrrhus, Alexandre II, attaque la Macédoine. Et donc Antigone doit plier bagage, hein, et mener une campagne, hein, pour chasser les Épirotes de Macédoine. Et il revient ensuite à Athènes, hein, qui, affamé, capitule vers 262. Et vers 261, les Antigonides et les Lagides concluent un traité de paix. Et donc, bah, à partir de cette date-là, et on peut dire jusqu'à l'époque romaine, hein, Athènes, le Pirée et l'Attique sont soumis à une occupation macédonienne, hein. Donc il y a bien des garnisons macédoniennes en Attique, hein, tandis que Cratère, donc le demi-frère, hein, devient vice-roi de Corinthe. Et pour finalement ce contexte, enfin, pour revenir au contexte de la guerre crémonidienne, ça marque, on va dire, le repli des Lagides en Grèce continentale, mais aussi l'essor de la Ligue étolienne. Alors la décennie suivante voit Antigone Gonatas, qui est conforté par sa victoire, mener une politique agressive dans les îles Égéennes, et il se mêle, comme on l'a déjà supposé, hein, aux guerres entre les Séleucides et les Lagides, hein, donc les guerres de Syrie, hein, en allié fidèle des Séleucides. Euh, alors, là aussi, il y a de l'interprétation et il y a des doutes quant à la chronologie, mais vers 250, une flotte lagide défait les Macédoniens et remet en un temps en cause leur influence dans les Cyclades, jusqu'à une dernière victoire d'Antigone au large d'Andros, hein. Donc voilà, il y a toute une série
de grande bataille navale entre Antigonide et Lagide, mais dont la datation n'est pas toujours certaine. Donc voilà, en tout cas, il s'allie, hein, on a bien compris, au Séleucide lors des deuxième et troisième guerres de Syrie. Euh, alors, on va voir aussi que la domination macédonienne est remise en cause, hein, en Grèce avec la révolte du fils de Cratère, hein, qui s'appelle Alexandre, à qui donc Antigone avait confié le commandement de la garnison de Corinthe, hein, sauf que cet Alexandre se rebelle et entraîne avec lui différentes cités de B notamment. Et Antigone en fait profite de la mort d'Alexandre, peut-être empoisonné, en 245 pour prendre le contrôle de Corinthe. Euh, alors, la fin du règne d'Antigone Galatas est marquée donc, par la montée en puissance de la Ligue achéenne, sous l'action d'Aratos, de Sicyone, qui réussit à s'emparer de Corinthe par un coup de main audacieux en 243, tandis qu'il rallie les cités de Mégare, d'Épidore et de Trézène. Alors Antigone reste passif après ce revers, hein, même si on pense qu'il aurait été fort occupé par des incursions des Illyriens et des Dardaniens à la frontière septentrionale de la Macédoine. Donc il se contente de faire la paix donc, avec la Ligue étolienne, qui pousse ensuite à attaquer les Achéens hein, entre 243 et 240. Et donc Antigone meurt au printemps 239, hein, avec pour successeur son fils Démétrios II, qui était déjà associé au pouvoir. Donc voilà, on n'a pas forcément énormément de renseignements sur les opérations militaires. Hein. Voilà, on a bien compris qu'il y a quand même quelques doutes quant à la chronologie ou contexte des événements, mais enfin voilà, on retiendra les grandes batailles navales contre les Lagides en mer Égée, avec deux grandes victoires, hein, qui vont sérieusement amoindrir la position lagide en mer Égée. Alors, pour terminer, on va évoquer un aspect intéressant du personnage, hein, c'est sa relation avec les philosophes. Alors, les auteurs contemporains voilà, soulignent son amour des arts et des lettres, hein, ainsi que son attachement à la philosophie stoïcienne. Donc, on avait bien vu qu'il avait été, dans ce jeune temps, le disciple et l'élève du philosophe Zénon. Et il l'invite ensuite plusieurs fois à la cour de Péla, et il le rencontre à chaque fois qu'il séjourne à Athènes. Alors ces relations sont connues grâce à Diogène Laërce, hein, qui reproduit toute une série de lettres hein, entre Zénon et le roi de Macédoine, et d'ailleurs à un moment Gonatas va demander en fait à Zénon hein, de venir à sa cour pour le guider hein, dans la conduite des affaires, avec voilà une phrase qui résume bien la situation, enfin voilà en disant que en, en éduquant, on pourrait dire, le souverain, on éduque aussi ses sujets. Sauf que Zénon estime être trop âgé, il a déjà 80 ans, il refuse l'offre, on va dire, et il va envoyer à sa place deux de ses meilleurs élèves, hein, dont Persaios ou Persée hein, et Philonide. Et donc Persée devient précepteur d'un des fils d'Antigone, hein, qui s'appelle Alcyone, pardon, et qui meurt en fait avant son père. Et donc Persée devient une figure importante à la cour, et d'ailleurs Antigone va lui confier un temps la cité de Corinthe hein, au titre d'archonte, sauf qu'en 243, le philosophe est tué lors d'une attaque menée par la Ligue achéenne. Et d'ailleurs, après la mort de Zénon, hein, Antigone se serait exclamé, selon Diogène Laërce, « Quel spectacle j'ai perdu !» Et donc il va demander aux Athéniens de lui ériger un tombeau dans le cimetière du Céramique, et faire don de 3000 drachmes à Cléante, hein, qui est donc le successeur de Zénon, à la tête de ce qu'on appelle la Stoa Poikile, hein, donc ce qui va donner évidemment les stoïciens. Et d'ailleurs, il va aussi assister plusieurs fois aux conférences du successeur de Zénon. Alors, il y a une part d'interprétation, mais enfin, on imagine bien que l'influence, du stoïcisme sur sa politique. Hein. Certains historiens modernes vont d'ailleurs faire de lui un roi philosophe.
Alors on peut considérer que le stoïcisme l'aurait incité à une forme de sagesse ou de réalisme politique. On voit qu'il cherche d'abord à consolider le royaume ainsi qu'à, on va dire, implanter durablement l'influence macédonienne en Grèce, mais il va s'éloigner des ambitions asiatiques traditionnelles hein, de Démétrios, son père, ou d'Antigone le Borgne. Il montre, on pourrait dire là aussi, une forme de pragmatisme ou de réalisme en n'érigeant pas en principe la liberté des Grecs, hein, comme suggéré par Antigone, hein, c'est la fameuse proclamation de Tyr en 315, où Antigone se pose en champion de la liberté des cités. Et bon, sa politique montre que c'est pas forcément le cas. Alors il y a d'autres mentions de Diogène Laërce à propos d'Antigone Gonatas, hein, parce qu'il est en relation avec, outre les stoïciens bien sûr, des philosophes des écoles mégariques, pyrrhonistes et cyniques. Et d'ailleurs, Diogène Laërce stipule que de nombreux Athéniens cherchent à le rencontrer lors de ses séjours à Athènes, hein, et que d'ailleurs des Athéniens lui écrivent des lettres très flatteuses. Et on peut aussi noter que Gonatas fait venir à la cour de Péla des poètes, hein, dont Alexandre d'Étolie, Aratos de Soloi, donc on est là à Chypre, et également Antagoras. Alors on peut remarquer également, c'est intéressant, qu'Antigone Gonatas est mentionné donc avec d'autres rois de son temps, notamment Antiochos II et Ptolémée II, dans un édit en fait, on pourrait dire provenant d'Inde, hein, c'est l'édit d'Ashoka, parce donc ces rois reçoivent en fait une mission de prosélytisme bouddhiste envoyée par l'empereur Ashoka, donc très puissant, empereur indien, de la dynastie Maurya, qui s'est taillé un immense empire, on va dire, à la frontière du monde séleucide, donc on dira en Inde, au Pakistan actuel. Alors c'est une mention historique et fort intéressante, mais bon, elle ne figure pas dans les sources occidentales contemporaines. Alors, on peut, voilà, en guise de bilan, remarquer quand même que grâce à Antigone Gonatas, la Macédoine retrouve sa stabilité après des décennies de guerre hein, et de conflits dans le cadre des guerres des Diadoques, mais que, bon, jamais son royaume n'atteindra la puissance des États lagides et séleucides. Mais enfin, on a bien compris que la Macédoine reste, pour une longue période, hein, l'État le plus puissant de Grèce continentale. Alors on voit qu'à l'époque aussi, la Macédoine perd sa zone d'influence en Thrace et dans la vallée du Danube, hein, qui est donc occupée par des peuples qu'Alexandre avait soumis, hein, notamment les Gètes, les Tribales, les Dardaniens. En Grèce, il ne parvient pas à s'opposer à l'émergence de la Ligue étolienne, mais bon, se contente hein, de contrôler une partie de la Grèce grâce à des garnisons. Hein. On avait cité des Métrias, le Pirée et Corinthe notamment. Bon, sauf que la perte de Corinthe, hein, qui tombe aux mains des Achéens en 243, représente un coût important, bien sûr. Alors, on remarquera aussi que dans sa grande sagesse, Antigone Gonatas épargne les levées militaires à la population macédonienne. Hein, il a plutôt recours à l'emploi de mercenaires galates, illyriens ou grecs. Et on pourrait considérer qu'il mène une politique essentiellement défensive, hein, et qu'il abandonne, on va dire, le dogme de la liberté des Grecs, hein, cher à son père et à son grand-père. On remarquera aussi qu'il a des relations pour le moins tendues avec les Lagides, hein, dans le contexte des différentes guerres de Syrie, ainsi que dans le contexte de la guerre crémonidéenne, mais qu'à part ces conflits, voilà, les relations sont plutôt pacifiques, mais bon, évidemment pas exemptes de coups fourrés hein, ou de tensions. Donc voilà pour ce grand roi hein, qui a durablement implanté la dynastie des Antigonides et restauré la puissance macédonienne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.